Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. La planète Terre chauffe de plus en plus l'atmosphère. Chaque jour plus polluée, le climat change, les récoltes en pâtissent. L'univers subit l'émission des gaz à effet de serre. Quels comportements individuels et collectifs pouvons-nous adopter pour limiter les dégâts? Nous en parlons ce soir avec notre invité qui est un spécialiste des questions environnementales. Dans cette émission également, nous aurons les nouvelles du 7e sommet des Africités qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et au cours duquel le Cameroun a pris part à travers ses organismes en charge des questions de développement local. L'Assemblée nationale sera également au menu de cette édition à travers le budget de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a été voté et qui a subi une cure d'amaigrissement. À l'Assemblée nationale également, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait le point du transfert des compétences rendu en décembre 2015, date butoir fixée par l'exécutif ou le gouvernement pour la fin du transfert des compétences. A tout de suite. La voix du Cameroun a également été portée aux Africités par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui présidait une session organisée par le FECOM. La session portait sur le financement de la décentralisation en Afrique. À retenir des différentes interventions, les États doivent allouer 4 fois plus de ressources aux collectivités locales. La part actuellement transférée dépasse à peine 8% des ressources publiques. Une dotation jugée insuffisante pour des structures appelées à œuvrer pour le bien-être des populations. Bon à savoir, au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées à travers le CVIC revendiquent 10% du budget du Cameroun. Actuellement, nous en sommes à 7 à 8% selon les chiffres officiels. À l'Assemblée nationale encore, le budget de l'administration territoriale et de la décentralisation a été voté à hauteur de 42 167 000 francs CFA pour l'exercice 2016, bien en deçà des 45 343 000 de l'exercice 2015. Une bonne nouvelle qui nous vient du 7e sommet des Africités tenu à Johannesburg, c'est l'élection de Célestine Ketia-Courtez à la tête du REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Le maire de Banganté et précédemment président de l'antenne Afrique centrale de ce mouvement a pris fonction le 1er décembre 2015. Mesdames Ngosso nous fait le portrait de la bien élue Célestine Ketia-Courtez. Quelques semaines après son élection à la tête de la section OFRDP-CND Nord, le maire de Banganté porte haut les couleurs du Cameroun. Célestine Ketia-Courtez est depuis le 29 novembre 2015 la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique REFELA en la faveur de l'Assemblée générale élective tenue à Johannesburg en Afrique du Sud en marge du sommet Africité. Après des années passées à la tête de l'antenne camerounaise et de la sous-région Afrique centrale du REFELA, cette dame de poigne arrive au sommet de la prestigieuse institution, portée presque à l'unanimité par ses consoeurs, femmes exerçant une fonction élective au sein des collectivités locales. En succédant à la Mauritanienne Fatimatou Mint Abdel Malik, la dynamique maire de Banganté va devoir mettre à contribution sa riche et fructueuse expérience de la gestion communale au féminin, à la tête de la commune de Banganté qu'elle dirige depuis 2007 au service du volet féminin des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qu'est le REFELA. En prenant officiellement fonction le 1er décembre 2015, l'ex-présidente de la Panthère sportive d'Undé, chevalier de l'Ordre national du mérite camerounais et du mérite sportif, a tenu à rendre hommage au couple présidentiel camerounais, Paul et Chantal Biya, pour leur soutien sans cesse à la femme camerounaise. Premier prix FEICOM de meilleures pratiques de gouvernance locale en 2011, prix national FEICOM de développement local, prix de l'excellence ONU du développement local en 2014, plusieurs conventions de partenariats nationaux et internationaux signées dans le cadre de la coopération décentralisée, de quoi susciter beaucoup d'espoir pour la réussite de ces nouvelles missions. Décentralisation, où en est-on avec le transfert de compétences des ministères vers les collectivités territoriales décentralisées en cette fin d'année 2015? Le Premier ministre, chef du gouvernement, en a fait le point au cours de son passage à l'Assemblée nationale.
Tatiana Mélier-Dieu nous donne plus de détails. À l'Assemblée nationale, pour présenter les grands axes de l'exercice budgétaire 2016, le chef du gouvernement donne des éclaircies sur l'avancée du processus de décentralisation au Cameroun. Philémon Yang, par ailleurs président du Conseil national de la décentralisation, révèle que sur 56 compétences prévues par la loi, 40 sont à date transférées aux communes. Pourtant, les élus locaux décrivent toujours le manque de moyens. La première difficulté est liée à l'insuffisance des moyens. Vous savez, les communes n'ont pas suffisamment de moyens. C'est un constat. Nous ne critiquons ni le système, ni personne. Il faut que les communes soient véritablement autonomes pour bien mener les missions qui sont désormais les leurs dans le cadre du processus de décentralisation. Or, les moyens des communes sont maigres. Que ce soit les ressources propres des communes, que ce soit les ressources transférées par l'État, on s'aperçoit que c'est insuffisant pour couvrir les besoins des populations à la base et booster le développement. Rendu au dernier mois de l'année butoir fixée au département ministériel pour ce transfert de compétences, on en est donc à une amélioration de rythme d'environ 72%. La décentralisation, tel que son nom l'indique, est un processus. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un stade final. Il y a un certain nombre de textes sur la décentralisation, il y a tout un comité. La décentralisation qui est piloté par le ministre de l'administration territoriale et même un comité interministériel par le Premier ministre. Ça veut dire l'importance que les pouvoirs publics attachent à la décentralisation dans le pays. Maintenant, là c'est le papier. Maintenant, sur le terrain, concrètement, je suis bien placé pour vous dire que les ressources sont transférées progressivement vers les communes et chaque année, davantage de ressources sont transférées aux communes. Pour bon nombre, ce n'est pas le transfert de compétences en lui-même qui pose problème, mais sa mise en œuvre. Si nous voulons réellement porter le gouvernement, le développement à partir de la base, il faudrait qu'on se dise, cette année, nous concentrons à chaque mairie 300 millions, 500 millions, 1 milliard, et nous donnons, le gouvernement donne des orientations sur le milliard qu'on donne à chaque commune. Voilà, choisissez tel ou tel projet dans votre propre plan de développement. Les collectivités territoriales décentralisées attendent encore entrer en possession d'autres compétences pour pleinement exercer leurs nouvelles prérogatives. Samuel Guifo est l'invité de ce soir. Il est le directeur général du Centre pour l'environnement et le développement, une ONG de grande réputation au Cameroun et ailleurs qui traite des questions environnementales. Il explore avec nous la thématique des changements climatiques. Bonsoir Monsieur Samuel Guifo. Bonsoir Madame. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de lumière sur la décentralisation. C'est moi qui vous remercie Madame. Alors les dirigeants du monde sont réunis à Paris pour réfléchir justement sur les questions de changement climatique qui seraient dues à l'émission des gaz à effet de serre. Pour commencer, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que les gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui sont produits en grande partie par l'activité humaine. Et parmi ces gaz-là, le plus connu, c'est le gaz carbonique, qui vient de la combustion de l'essence par exemple, tous les moteurs qui fonctionnent pour les avions, les voitures, les usines. Alors ces gaz à effet de serre sont des gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère et qui, une fois dans l'atmosphère, ne se dispersent pas rapidement, ne se dégradent pas et contribuent à constituer une serre autour de la planète. C'est-à-dire un endroit où la chaleur est maintenue très forte. Les rayons de soleil peuvent traverser ces gaz à effet de serre une fois qu'ils sont constitués en une couche au-dessus de l'atmosphère. Les rayons de soleil peuvent les traverser quand ils viennent du soleil
ils touchent la terre et au moment de repartir, ils ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir une nouvelle fois transpercer cette couche. Donc on reste avec toute cette chaleur-là emmagasinée sur la terre. Peut-être que le meilleur exemple pour vos téléspectateurs, pour comprendre ce que c'est de revoir ce qui se passe quand on gare une voiture à l'ombre et une voiture au soleil. Ouais. Quand la voiture est garée à l'ombre, la température à l'intérieur n'est pas aussi élevée que quand elle est garée au soleil. Quand elle est garée au soleil, les rayons de soleil entrent à l'intérieur de la voiture par les vitres, mais une fois qu'ils ont frappé à l'intérieur de la voiture et qu'ils essayent de ressortir, ils ne sont plus assez forts pour pouvoir retraverser la vitre. Donc la chaleur est emmagasinée à l'intérieur de la voiture et quand on ouvre, on est frappé par la chaleur. C'est un peu le même phénomène que l'on a avec la planète et le changement climatique. Alors quand on demande de limiter le réchauffement de la Terre, je crois, à 2%, pourquoi est-ce qu'on parle de 2% ici? Alors, on a depuis l'ère industrielle, depuis le début de la découverte du charbon, la découverte du pétrole, l'industrialisation au 19e siècle, on a produit beaucoup de charbon, de pétrole et on a consommé beaucoup de tous ces produits-là. On a créé beaucoup finalement de gaz à effet de serre. On n'a pas compris quel pouvait être l'impact sur la Terre, quel pouvait être l'impact sur le climat et finalement sur l'humanité. Depuis à peu près 30 ans, on comprend qu'il y a un effet, que la Terre se réchauffe. Et il y a des groupes de chercheurs qui se sont mis à travailler pour le compte des États. Il y a notamment un groupe qu'on appelle le GIEC, qui rassemble les plus grands scientifiques dans ce domaine sur la planète et qui travaille pour le compte des Nations Unies, pour essayer de comprendre les effets du changement climatique, les causes aussi, et de nous donner des solutions scientifiques. C'est eux qui nous disent, en l'état actuel de la production et de la consommation, on n'en a plus pour longtemps. Et il faut faire des efforts pour limiter la production de gaz carbonique. Pour réduire cette production, il faut changer de mode de vie. Mais l'objectif qu'on nous donne, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on aille au-dessus de 2 degrés. Alors on est à combien aujourd'hui, si on peut savoir? Alors aujourd'hui, quand on parle de 2 degrés, on parle de 2 degrés par rapport au niveau où on était à l'ère pré-industrielle. Si on regarde aujourd'hui où nous en sommes, peut-être qu'il faut revenir un peu plus loin. Au début des années 70, il y a des chercheurs qui nous ont dit « ça ne va pas très bien pour la planète ». C'était le Club de Rome qui disait « on a l'impression qu'il y a un certain nombre de phénomènes, parmi lesquels le climat, qui se conjuguent pour menacer l'humanité dans son ensemble. » Et qui disait « si on n'agit pas maintenant, on a 40 ans pour agir ». On était en 70. Et aujourd'hui, on se rend compte peut-être qu'il est déjà un peu trop tard. Les scientifiques du GIEC nous disent qu'il faut arriver à faire quelque chose avant 2050. Il faut travailler le plus rapidement possible pour que d'ici à 2050, on ait pu faire baisser le climat, faire baisser la tendance, mais faire baisser le niveau des émissions pour arriver à stabiliser le climat. Sinon, on va à la catastrophe. À quel niveau on est aujourd'hui? La planète, la température augmente. On est déjà, on peut dire, à un niveau plus élevé que ce qu'il faudrait qu'on ait pour pouvoir se permettre de maintenir la vie sur la Terre. Mais le pire, ce n'est pas cela. Le pire, c'est qu'on n'a pas encore pris les mesures qui nous permettent au moins de stabiliser le climat au niveau où nous sommes en ce moment. D'accord, peut-être avant d'arriver aux mesures, comment est-ce qu'on le ressent justement déjà chez nous? Quand on parle à des gens, on voit bien que les gens ressentent au quotidien qu'il fait plus chaud que par le passé. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on ressent bien qu'il fait plus chaud. Quand on parle aux agriculteurs, on voit également qu'ils nous disent on n'a plus une bonne maîtrise du temps. On ne sait plus exactement à quel moment il faut planter parce que les pluies n'arrivent pas au bon moment. Et quand on regarde une ville comme celle-ci justement, on nous parlait à l'époque du climat yaoundéen et on nous disait que c'était un climat doux. On n'a pas l'impression qu'on est encore dans ce climat très doux. On se rapproche peut-être beaucoup plus de ce qu'on connaît dans les zones comme le littoral où on a des chaleurs extrêmement fortes. C'est au niveau local que l'on perçoit le plus les effets des changements climatiques. En zone rurale, les gens dépendent le plus de la nature.
pour l'agriculture, l'élevage, la chasse. Donc là, on peut voir tout de suite qu'il y a des changements et ces changements sont directement liés au climat. Dans les zones septentrionales, il est de plus en plus difficile effectivement d'avoir accès au bois de chauffe. Le bois de feu, c'est quelque chose qui pose problème, ça va coûter de plus en plus cher, la température est plus forte, l'agriculture est plus difficile, donc ça on le voit. Dans la zone forestière, on a parfois l'impression que le changement climatique ne fait pas partie du quotidien. Pourtant, on voit qu'il y a des fleuves qui s'assèchent, des rivières qui disparaissent. On voit cela de manière très claire et à côté de cela, avec cela, on a comme conséquence le gibier qui se déplace, qui cesse de fréquenter des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et donc pour ceux qui chassent et qui dépendent de la chasse justement pour se nourrir, il faut changer d'habitude, soit chasser un gibier différent, soit aller à des endroits différents et en tout cas plus éloignés. L'agriculture en souffre également et ça on peut le voir. Donc en gros ce qu'on peut dire c'est que c'est au niveau local que l'on ressent et que l'on ressentira encore en premier les effets du changement climatique. C'est les plus vulnérables, les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui payent le prix le plus élevé. Alors comment préserver l'environnement tout en vivant décemment, si on peut le dire comme ça? Alors, comment arriver à préserver l'environnement, comment contribuer à résoudre ces problèmes de changement climatique? Encore une fois, l'impulsion peut venir de la base. Les communautés, parce qu'elles vivent ces problèmes, peuvent apporter des solutions. Et les solutions que l'on a, par exemple, dans des zones comme la périphérie urbaine à Yaoundé, dans les grandes villes, ou dans les zones septentrionales, le recours au foyer amélioré est une solution très facile, qui permet de réduire le volume de bois que l'on utilise pour faire la cuisine. Donc de réduire le coût également pour la ménagère, pour les foyers. Et là, c'est des solutions qui existent. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, plusieurs modèles qui ont été construits. Et nous avons contribué à vulgariser quelques-uns d'entre eux en formant des gens pour que, à leur tour, ils puissent les utiliser ou former d'autres personnes à leur utilisation. Mais c'est important de montrer que ça coûte quelque chose. Ça coûte peut-être pas très cher, mais un peu plus cher que ce que la ménagère peut payer au quotidien. Sur l'année, c'est extrêmement rentable et la durée de vie d'un foyer est beaucoup plus longue. Donc, d'un point de vue économique, c'est une bonne solution. D'un point de vue écologique également. Mais là, l'État devrait jouer un rôle dans la dissémination de ces solutions-là. Parce que justement, ça contribue à réduire les gaz à effet de serre. Et quand on regarde la zone forestière, on se rend compte que les communautés sont souvent accusées de détruire la forêt. Mais on a conçu, il y a quelques années, des mécanismes qui permettent à des communautés de protéger la forêt et de se faire rémunérer pour l'action de protection, l'effort de protection qu'elles engagent autour de la forêt. Alors en disant on, vous parlez du CED. Oui, le CED avec quelques-uns de ses partenaires l'a fait. C'était un projet pilote, le premier pour l'Afrique centrale, de paiement pour les services environnementaux. De quoi il s'agit? Il s'agit de dire à une communauté, vous avez la responsabilité de protéger cette forêt. Gardez-la, utilisez-la, mais ne la faites pas disparaître. Gardez-la en bon état pour qu'elle puisse jouer son rôle de séquestration du carbone. Quand vous abattez un arbre, il libère du carbone. Quand vous le maintenez debout, il séquestre du carbone. Donc si vous le faites, vous permettez à la forêt de séquestrer du carbone. Et parce que c'est un effort que vous faites, on peut mesurer cet effort et associer une rémunération à cet effort-là. Et donc le projet existe depuis 6 ans maintenant et les communautés reçoivent de l'argent pour l'effort de protection qu'elles accomplissent dans ces forêts-là. Pour nous, il s'agissait d'un mécanisme qui pouvait être étendu à l'ensemble du bassin du Congo, tous les pays du bassin du Congo. Et c'est un mécanisme qui permet d'associer les communautés aux bénéfices générés par la gestion de la forêt. À ce moment-là, on peut avoir des communautés qui protègent la forêt à côté de l'État et qui aident l'État à protéger la forêt. Et on peut avoir des revenus qui viennent, non pas de la destruction de la forêt, mais de sa protection. Et ça, c'est entièrement bénéfique pour le carbone. On pense que c'est des voies dans lesquelles il faut aller, des pistes qu'il faudrait davantage explorer pour trouver des solutions
à ce problème qui est aujourd'hui le principal problème auquel l'humanité fait face. On n'a pas l'électricité partout, on n'a pas l'électricité dans tous les villages, on a beaucoup de problèmes, on a un gros déficit énergétique. L'une des choses à faire, c'est de décider aujourd'hui comment on va résorber ce déficit énergétique. Est-ce qu'on continue à faire comme par le passé, avec de grandes unités qui, elles, contribuent très fortement au réchauffement climatique? Les barrages, vous voulez parler des barrages? Je veux parler par exemple des centrales thermiques. Voilà. Quand on fait un barrage, s'il est très grand, on détruit une partie importante de la forêt pour cela. Donc on libère des gaz à effet de serre. Et par contre, on a des solutions, des énergies renouvelables. On a le solaire, on a l'éolien, on a quelques solutions comme celle-là et c'est justement le moment de les introduire. Elles sont durables, elles sont renouvelables, mais elles peuvent être moins chères si l'État s'y met et pousse le consommateur à aller dans cette direction-là. L'impulsion doit venir de l'État. Permettre que moins de voitures se déplacent, permettre que les transports en commun fonctionnent suffisamment bien pour que des travailleurs, des élèves puissent dépendre des transports en commun, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, je ne dis pas que nous sommes les principaux responsables. On a un niveau d'émission très bas, mais on doit prendre des habitudes qui nous permettent d'aller tout de suite dans la bonne direction. Nous avons des ressources naturelles chez nous, il faut les gérer de manière durable. La forêt est un trésor qu'on doit gérer de manière durable. Alors pourquoi a-t-on coutume de dire que l'Afrique qui pollue le moins et qui est le deuxième poumon écologique de la Terre, si on peut dire comme ça, est celui qui subit le plus les effets du gaz à effet de serre, si je peux me répéter? Alors quand on regarde, on voit bien que la responsabilité du changement climatique, la responsabilité historique, est celle des pays industrialisés. C'est eux qui ont produit le plus de gaz, c'est eux qui ont été les premiers d'abord à produire des gaz à effet de serre depuis le 19e siècle, comme je l'ai dit, mais c'est aussi eux qui en produisent encore plus aujourd'hui que tous les autres. Donc il y a une double responsabilité. D'abord une responsabilité historique, mais aussi une responsabilité du fait du volume de gaz produit aujourd'hui, c'est les pays industrialisés. Et nos pays, l'Afrique, le Cameroun, nos pays produisent très peu de gaz à effet de serre. On n'est pas industrialisé, on n'a pas un parc automobile impressionnant, il n'y a pas tellement d'avions qui viennent chez nous. Raison de plus pour peut-être être à l'abri. Donc nous contribuons très peu au changement climatique d'une manière générale. Mais nous subirons plus les conséquences du changement climatique paradoxalement. Pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que nous sommes le continent qui dépend encore le plus de la nature pour la survie. Les activités quotidiennes dépendent de la nature. On n'a pas d'agriculture irriguée, on dépend de la pluie. Si la pluie ne tombe pas, on ne plante pas. On n'a pas beaucoup d'industrie, on dépend de ce qu'on peut consommer, récolter et consommer pratiquement immédiatement. Et c'est justement tout cela qui va être totalement bouleversé avec le changement climatique. Le cycle des saisons va être totalement bouleversé. Et la deuxième chose importante que nous n'avons pas, nous sommes pauvres. Donc nous n'avons pas les moyens de financer l'adaptation au changement climatique. On n'a pas le moyen de financer les catastrophes qui nous atteindront du fait du changement climatique. Quand vous voyez un typhon ou un cyclone s'abattre sur les États-Unis, on voit à la télévision ce que cela peut provoquer comme dégâts. Mais en même temps, c'est la première puissance économique mondiale, elle peut faire face à cela. Difficilement, de plus en plus, mais elle peut y faire face. Si on avait aujourd'hui un cyclone sur Douala, je ne suis pas sûr qu'on pourrait y faire face. Mais semble justement proche d'avoir un cyclone sur Douala. On peut avoir, parce que le changement climatique va provoquer justement des phénomènes extrêmes. On aura de très grandes sécheresses, mais on aura également des inondations et on aura des cyclones. Les cyclones, c'est tout simplement des phénomènes géographiques. On peut avoir des vents très forts qui sont nés ou qui sont déroutés ou qui sont renforcés justement par les effets du changement climatique et qui, venant de la mer, pourront entraîner, comme on le voit chez les autres, pourront entraîner des conséquences désastreuses sur les peuples qui vivent sur la Terre. Et quand on regarde également, encore une fois, notre continent, notre pays,
on se rend compte que la plupart des grandes villes sont situées sur la côte. Donc chaque fois qu'il y aura un problème en relation avec la mer, du fait du changement climatique, on sera tout de suite devant une catastrophe. L'une des conséquences, c'est que les glaciers vont fondre. Et si les glaciers fondent, ils iront dans la mer et le niveau de la mer va augmenter. Si le niveau de la mer augmente, on aura des inondations dans les zones côtières. Les zones côtières chez nous sont les plus habitées. Est-ce qu'on peut faire face à cela? Est-ce qu'on a les moyens financiers d'y faire face? Alors justement, j'allais dire que peut-être qu'on devrait s'en réjouir que ce ne soit pas encore le cas, ce ne soit pas encore très proche de nous. Justement, dans une mesure préventive, qu'est-ce qu'on peut faire de manière individuelle et de manière collective? Alors, ce n'est pas encore là. On en discute et je pense que c'est justement le moment de trouver des solutions. De manière individuelle, on peut penser que c'est un phénomène global. Donc finalement, ma contribution n'apportera pas grand-chose. Mais je crois que c'est totalement faux. Il faut faire beaucoup de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est la somme des actions de chacun des habitants de la planète qui nous a conduits où nous sommes. Et c'est la somme des actions de chacun des habitants de la planète qui pourra aider à réduire le changement climatique. Merci M. Samien Guifo d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci Madame d'avoir bien voulu m'inviter à cette émission. Nous l'avons entendu de la bouche d'un expert, la limitation de l'émission des gaz à effet de serre est l'affaire de tous. À chacun de jouer sa partition. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.